Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une immense joie et une fierté toute particulière que je prends la parole ce soir pour ouvrir cette nouvelle édition des rencontres de l'Union sportive du Black Terrasson. Il faut dire que Black Terrasson. Non, de l'USCT. D'accord. Notre club de rugby, celui qui fait battre le cœur de notre commune. Vous voir si nombreux dans cette salle est la plus belle preuve de l'élan que cet événement suscite parmi nous. Merci à vous tous d'être là. Merci de faire vivre cet esprit de partage et de solidarité qui nous rassemble. Permettez-moi de remonter un instant le fil du temps. Souvenez-vous, c'était le 30 mars 2022, lors de la toute première édition de ces rencontres. Nous avions accueilli Laurent Travers, un enfant du pays, devenu une figure incontournable du rugby français. Plus d'une centaine d'entre vous, dirigeants, éducateurs, entraîneurs, chefs d'entreprise, citoyens, élus, avaient répondu présent pour une soirée riche autour du thème sport et management. Depuis ce lancement, les rencontres de l'UST se sont imposées comme un rendez-vous majeur, un moment où notre ville s'ouvre au monde du sport et où le rugby devient un trait d'union entre nous tous. Ce soir, pour cette édition du 10 avril 2025, nous avons l'honneur d'accueillir des invités exceptionnels qui, j'en suis sûr, sauront nous captiver et nous inspirer. Tout d'abord, je ne sais pas où ils se cachent, ils sont dans le coin, je crois, là, voilà, d'accord? On est là. Ouais, c'est bien, bougez pas. Cédric Emmans, né à Brive, joueur au CAB, où il remporte sa première Coupe d'Europe. Né à Brive, on peut dire que c'est aussi un enfant du pays. La Corrèze n'est pas si loin que ça. Ancien international français, un ailier d'exception qui a marqué l'histoire du rugby avec ses 59 sélections en équipe de France et ses titres avec le Stade Toulousain, dont 3 Coupes d'Europe supplémentaires. Son expérience sur les terrains et son sens du collectif promettent des échanges riches. Ensuite, Philippe Saint-André, né à Romans-sur-Isère, qui joue notamment à Romans, Clermont, Gloucester, puis il réalise une très brillante carrière d'entraîneur après 69 sélections en équipe nationale. Une autre légende du rugby tricolore, ancien joueur et sélectionneur du 15 de France, connu pour sa vision stratégique et son charisme. Enfin, et cela peut surprendre de prime abord, nous accueillerons un invité un peu particulier, Wes Cécile. Je ne sais pas où il se cache. Il est là. Philosophe américain installé à Terrasson, grand amateur de sport, qui apportera une perspective originale sur l'esprit d'équipe en reliant le rugby aux sphères de l'entreprise et de la vie associative. Et Wes, si je peux me permettre, vous êtes accompagné dans la vie de Denise, votre femme, qui est une spécialiste mondialement connue dans le domaine des roses. Roses et philosophie, mariage parfait. Nos 3 invités vont explorer le thème de cette soirée, l'esprit d'équipe en sport, comme en entreprise ou en milieu associatif. Comment cela se crée, comment cela s'entretient. Je vous souhaite la bienvenue à Terrasson, messieurs. Votre présence ici est une chance unique pour notre commune et pour tous ceux qui auront le privilège de vous écouter. Mais ces rencontres, ce n'est pas seulement une soirée prestigieuse avec des invités de marque, c'est bien plus que cela. C'est un moteur puissant pour Terrasson. Cet événement fait rayonner notre ville, bien au-delà de la Dordogne, affirmant notre identité de terre dynamique, fière de ses racines et tournée vers l'avenir. Lorsque des personnalités telles que vous acceptent de consacrer un peu de leur temps à un club, une petite ville, mais quelle ville? C'est une vitrine exceptionnelle qui s'ouvre, attirant regard et curiosité sur notre beau territoire. Ces rencontres dynamisent notre vie locale, en réunissant des générations entières autour d'un même amour du rugby et sont un concours significatif pour notre économie. Puis il y a autre chose, quelque chose de plus profond. À une époque où, comme je l'ai souvent dit, les services publics se retirent peu à peu et où les liens humains s'effilochent sous le poids de l'anonymat, ces rencontres sont une réponse forte. Elles nous rappellent que Terrasson est une ville de cœur, un lieu où l'on se retrouve, où l'on bâtit ensemble.
Elles offrent à notre jeunesse des modèles à suivre, des valeurs à chérir, le respect, l'effort, la camaraderie et un horizon vers lequel tendre. Elles renforcent notre tissu social, tissent des ponts entre les habitants, les acteurs économiques, le monde du sport et les élus. En un mot, ces rencontres font de Terrasson un lieu vivant, un lieu qui compte. Alors ce soir, plongeons-nous dans cette soirée avec enthousiasme. Écoutons, apprenons, partageons. Que cet événement soit à l'image de notre club et de notre ville. Généreux, ambitieux, vibrant. Mais avant de vous laisser profiter pleinement de la soirée, je tiens à adresser des remerciements tout particuliers. Merci à l'UST, à son président, Benoît, à ses dirigeants, ses joueurs, ses éducateurs, pour avoir porté ce projet avec tant d'énergie. Et surtout un immense merci aux bénévoles, vous les héros discrets de cette soirée. Sans votre dévouement, votre passion, vos heures données sans compter, rien de tout cela ne serait réalisable. Vous êtes le socle de cet événement, la force vive qui fait briller Terrasson ce soir. Du fond du cœur, je vous remercie tous et bon voyage aux jeunes seniors qui vont partir où? En Écosse. Merci. Merci Jean. Et merci du soutien que la municipalité nous apporte chaque jour. Vous savez que notre projet, on porte David Dumas est là ce soir en tant que partenaire, j'allais dire. Mais c'est lui qui a initié ce projet en 2018, on l'a rejoint en 2019. Et voilà, c'est au prix de beaucoup d'efforts de tous les bénévoles, parfois on est un peu usé. Mais il y a des moments où l'usure ne compte pas. Et en l'occurrence, cette soirée, c'est le cas. S'il y a bien d'événements pour lesquels on ne compte pas nos efforts et pour lesquels on est fier d'accumuler les efforts et de se battre, c'est, vous savez, Terrasson, je ne vais pas vous faire de sociologie de base, mais c'est pas une ville riche, il y a des familles modestes. Et notre projet, il s'adresse à ces familles, de permettre à des gamins qui n'ont pas forcément... voilà, il y a des routes qui passent à Terrasson, mais pour certains d'entre eux, c'est des routes un peu sans issue, ou alors à l'issue limitée. Et nous, si on peut participer humblement à, ne serait-ce que dégager un peu la route, mettre une petite graine dans la tête d'un jeune, d'un petit, d'un moins petit, eh bien, on se dit que voilà, le rugby aura servi à quelque chose. Et c'est pour ça que nous, en tout cas, avec David que je salue, qui est là ce soir, et puis Bisouille aussi qui va arriver, je ne sais pas s'il est déjà là, qui est les trois copains à l'origine de ce projet-là. C'est pour ça qu'on se bat. Et je vais demander aux juniors de me rejoindre sur scène, parce que ces juniors-là, une chose à laquelle on s'est engagé quand on a repris le club, c'est de se dire il faut qu'on arrive à emmener nos gamins vivre un truc à l'étranger, pas juste, voilà, vous savez, en rugby, il y a une tradition de voyage de fin d'année. Nous, on avait envie que ces voyages ils soient un peu plus utiles, même s'ils sont déjà très utiles, mais au-delà de la camaraderie, qu'ils permettent de vivre un truc un peu unique. Ben, cette année, grâce au jumelage qu'on a mis en place à partir de 2019 avec le club d'Oban en Écosse, dans l'ouest de l'Écosse, nos juniors vont pouvoir aller disputer un match le 26 avril. Les juniors, bon, ça reste des juniors, donc ils sont bruyants, vous les entendez. Les juniors, si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. Merci. On va les applaudir. Alors vous savez, cette équipe, en juin dernier, on a décidé de ne plus être en entente. Et on est là. Attendez. Vous faites, soyez silencieux s'il vous plaît, venez derrière. Venez. Ça reste des mecs de 18 ans. Moi, je suis hyper admiratif de ces gamins. Ils étaient 7 au mois de juin, ils sont 30 licenciés aujourd'hui. C'est les seuls qui ne sont pas en rassemblement. Ils ont gagné un match cette année. Ils n'ont rien lâché. Et franchement, quand vous les voyez maintenant jouer par rapport au début de saison, ils ont fait des progrès incroyables grâce à leur staff aussi et ceux qui les accompagnent. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est juste pour ça. On s'en fout qu'ils soient
en nationaux, etc. Moi je sais que cette année qu'ils viennent de vivre, ils s'en souviendront toute leur vie, et on va y ajouter une petite cerise sur le gâteau, et dont on est très fiers. Et parce que ce projet, c'est aussi un projet éducatif, donc c'est pour ça que voilà, pour une fois ils sont propres. Ils ont tous une belle chemise. Il y a un junior un peu plus vieux que les anciens des autres. Faut le trouver sur la photo, c'est Charlie. Non, en fait c'est Jackie, lui, c'est pas Charlie. Mais merci à Jackie d'être là aussi parmi les bénévoles qui accompagnent ces juniors. Et donc j'ai demandé à Mathis, qui est le capitaine de cette équipe, d'exprimer ce qu'il avait à dire au nom de cette équipe. À toi Mathis. Alors bonjour à tous, déjà pour commencer, un grand merci à vous tous d'être présents ce soir. Je m'appelle Mathis Danès, j'ai 18 ans et je suis le capitaine de l'équipe junior. Le thème de cette soirée est de vous parler de la cohésion d'équipe, comment s'est passée notre saison et la création de notre groupe de copains. Cette saison, le club a pris la décision de séparer l'entente qu'on avait depuis 3 ans. Nous avons donc commencé la saison avec un seul logo sur le maillot et une dizaine de joueurs, ce qui n'était pas assez pour jouer. Puis, au fur et à mesure de la création de notre histoire, on a réussi à faire venir des copains à nous pour atteindre une trentaine de licenciés actuellement. Ce début de saison a été très compliqué avec des grosses défaites, mais grâce aux efforts de toute l'équipe et de notre staff, nous avons obtenu notre première victoire il y a maintenant 3 semaines. Une belle récompense pour tous et pour le club. La cohésion de notre équipe nous a permis cette belle victoire, mais c'est aussi grâce à tout le monde. Tout le monde s'est donné à fond pour qu'on prenne du plaisir sur et en dehors du terrain. Pour notre voyage en Écosse, Benoît Pansili, ici présent, et d'autres personnes présentes ce soir se sont donnés à fond pour que celui-ci soit le mieux organisé possible et pour que l'on garde le maximum de souvenirs de ce voyage. Les bénévoles du club font tout pour renforcer cette cohésion d'équipe. Tout d'abord, nous, juniors, sommes invités à manger tous les vendredis soirs après l'entraînement avec les seniors. Ensuite, le club nous offre des repas d'avant-match pour qu'on puisse passer ces petits moments importants au rugby tous ensemble. L'implication et le soutien de tous les joueurs seniors avec qui nous avons fait des parrainages en début de saison et de toutes les autres équipes, que ce soit les équipes jeunes et les équipes féminines, sont des valeurs très importantes pour nous. Par exemple, le lendemain de notre victoire, les seniors garçons qui jouaient le maintien contre Obja, puis tous les bénévoles, joueurs, joueuses, etc. étaient heureux de notre victoire. Pour moi, c'est tout ça la cohésion d'équipe. C'est une des clés de la réussite pour notre équipe, mais également au sein du club entier. Encore merci beaucoup pour votre soutien et bonne soirée. Merci Danès, le plus bon. Donc c'est eux qui vont vous servir ce soir parce qu'il faut bien qu'ils bossent un peu, il faut qu'ils se le gagnent leur voyage. Donc c'est eux, vous allez les voir passer. Vous pouvez pendant la conférence commander apéritif, participer à la tombola, puisque ce voyage, c'est pas un petit budget, il nous en manque encore un peu pour boucler le budget. Donc voilà, la vente aux enchères qui aura lieu pendant le repas après, mais également la tombola. Et puis il y a une urne qui circule aussi. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent, voilà, ça servira une bonne cause. J'ajoute que c'est pas que cette histoire de junior, on est passé de 30 gamins à 100 gamins à l'école de rugby, on est les seuls dans ce cas en Nouvelle-Aquitaine, une telle augmentation. Les gamins de l'école de rugby vont désormais bénéficier de la section au collège qui va, s'il vous plaît, excusez-moi, qui va ouvrir en septembre grâce au travail de nos salariés, Théo Chamboulive, Lénie Rached, qui depuis, pour Théo en tout cas, depuis 5 ans, travaille dans toutes les écoles pour amener des gamins. Voilà, on croit à ce projet. Parfois il nous coûte, et quand je dis coûte, il nous coûte beaucoup d'énergie sur nos familles, sur nos travails. C'est pas toujours évident, c'est pour ça qu'on a besoin d'être soutenu. Aujourd'hui, il nous manque encore des bénévoles au club pour arriver à ce que tout ça soit bien géré. Mais en tout cas, merci à tous d'être là. Merci aux juniors de participer, d'œuvrer à ce que ça se passe. Vous pouvez regagner votre service. Merci à tous. On peut les applaudir encore une fois. Donc Mathis l'a très bien évoqué et je trouve que le thème de l'esprit d'équipe était assez évident avec leur histoire. Vraiment, ils sont hyper émouvants quand on vient les voir. Restez silencieux s'il vous plaît les jeunes. Merci. L'esprit d'équipe était assez évident et
Bon, Jean, t'aurais pu travailler à Midi Olympique, hein, parce que tu as fait une parfaite présentation avant que je les présente. Donc c'est parfait. Alors, on sait qui est là ce soir. Et je vais les inviter à nous rejoindre sur scène, maintenant qu'ils ont été présentés et que vous savez qu'ils sont là. Wes Cécile, philosophe. Philippe Saint-André, ancien capitaine de l'équipe de France et entraîneur de l'équipe de France. Et Cédric Clémence. Bonsoir, mesdames et messieurs, et merci d'être venus ce soir pour soutenir le jeune joueur. Je suis un philosophe américain et depuis que j'ai déménagé en France il y a un peu mes amis américains nécessitent de demander s'il y a une différence entre la France et les États-Unis. Je réponds par oui. Mes amis demandent ensuite quelles sont les différences. Et parfois, il est un peu difficile de déterminer exactement quelles sont les différences fondamentales entre la France et les États-Unis. Sans point, on vote récent au Parlement pour permettre de clarifier une différence fondamentale. Les législateurs ont voté 56 contre 2 en faveur de ce projet de loi. Et vous pouvez vous demander, en système divisé que 5 façons différentes, qui ont des conflits et désaccords. Ces coups pourront bien mener 56 de nos législateurs à cette accord. Ils se sont mis d'accord pour permettre à une petite communauté d'ouvrir des bars sans voix, respecter la période de temps normale pour obtenir une licence de vente alcool. Chose d'où on vend contraire. Il y a toujours deux. C'est la meilleure évidence une force entre les États-Unis et la France, car la raison pour laquelle ils ont voté pour permettre à ces petites communautés d'ouvrir des bars sans passer par la période de temps normale était qu'ils pensaient que cela favorisait la communauté. Ils estimaient que le fait de disposer de lieux de rassemblement, de lieux où les gens, le fait que les gens puissent former un sentiment d'identité commune est absolument vital, non seulement pour les problèmes économiques auxquels sont confrontées les petites communautés, mais aussi pour qu'ils puissent avoir un sentiment d'appartenance d'identité, qu'ils puissent se sentir membres d'une communauté, membres d'une équipe, et qu'ensemble ils soient en meilleure santé et une autre équipe, et qui s'ils sont séparés. D'un point de vue américain, il est tout simple et incroyable que vous intervenez de cette manière avec une telle unité pour renforcer le sentiment d'appartenance, pour renforcer le sentiment d'appartenance en lui, pour rappeler aux gens en leur donner l'occasion de se rassembler, de reconnaître qu'en tant que communauté, nous sommes en meilleure santé, nous sommes plus forts, nous pouvons faire plus, nous pouvons être plus ensemble que nous n'avons jamais pu l'être séparément. Cette loi est adoptée non pas dans l'esprit des législateurs, mais dans le corps, car il y a tellement d'arguments que l'on peut opposer cette loi sur le plan intellectuel. Elle est adoptée avec le corps des législateurs parce qu'il y a tellement d'arguments intellectuels qu'on ne peut opposer à cette loi. Mais avec le corps, nous la vivons, nous la raisons, nous la vivons tous les jours. Et c'est à de grandes distinctions. Et lorsque nous nous réunissons, comme nous le faisons ce soir en tant que communauté, pour célébrer la fête d'être dans une communauté, pour explorer ces choses que nous ne pouvons faire qu'en tant que communauté, nous savons qu'ils ont raison. Le nom pour cela semble indirect et une équipe. Nous devenons une équipe lorsque nous nous réunissons et que nous faisons ce que nous ne pouvons pas faire en tant qu'individus. Et lorsque nous le faisons, comme on voit ces jeunes en Écosse, pour qu'ils vivent une expérience que nous n'aurons peut-être jamais. Je ne suis jamais allé en Écosse, mais lorsqu'ils vont, nous y allons tous.
Lorsque la vie s'enrichit, c'est notre vertus qui s'enrichit. C'est l'essence même de l'esprit d'équipe, de la reconnaissance du fait que je ne suis peut-être pas en mesure de marquer la but. Je ne suis peut-être pas celle qui l'a le tackle, mais je peux contribuer de tant de manières différentes. Une équipe, ce n'est pas seulement le joueur sur le terrain, c'est aussi les jeunes dans la tribune. Ce sont les familles que nous soutenons. C'est la communauté qui met les installations à disposition. C'est tout un monde qui grandit et qui se renforce par l'expérience que nous vivons ensemble en tant qu'équipe. Si ça signifie être membre d'une équipe, si c'est que signifie être membre d'une communauté, c'est pourquoi on vote comme suit, même s'il est peut-être insignifiant dans la grande charme du monde. Et c'est important pour exprimer ces croyances fondamentales que la France a dans la communauté, qu'elle est aussi importante que nous croire la santé de la communauté est nécessaire à la santé de l'individu. Et dans nos équipes, il y a diversité de toutes les façons dont les jeunes peuvent contribuer et participer. Et combien il est important pour les joueurs de pouvoir jouer, mais aussi pour les joueurs de voir les gens dans la tribune les soutenir, pour les jeunes de voir les personnes âgées les aider, et pour les entraîneurs de voir les joueurs reprendre leur entraînement. Tout cela ne peut se faire qu'ensemble. Bien sûr, les statuts ont des équipes. L'idée d'équipe n'est pas propre à la France, mais l'accent est toujours mis sur l'individu, sur la réussite de l'individu, sur l'importance de l'individu plutôt que sur l'importance de l'équipe, du travail d'équipe qu'il faut, de la participation de chacun pour rendre ces grandes choses possibles. Et je vous assure que si une telle loi était proposée aux États-Unis, elle ne serait pas adoptée. Elle ne serait pas adoptée à la quasi-unanimité. Et s'il était défendu, ce ne serait pas la baisse de fou. Nos communautés sont plus fortes et plus saines et que nous vivons plus pleinement lorsque nous avons un droit où nous réunir. Aux USA, la droite n'est pas considérée comme un centre communautaire où les jeunes se réunissent, parlement et améliorer leur santé, mais comme un lieu à des valeurs où on pourrait installer un supermarché ou un casino. L'année dernière, lorsque la France a accueilli les Jeux olympiques à Paris, il nous rappelle que nous nous réunissons pour célébrer nos équipes, non seulement au niveau local ou régional, mais aussi au niveau national et même mondial. Et cela nous rappelle que nous sommes unis en tant qu'équipe, nous sommes unis autour d'une vision de nous-mêmes, que nous participons ensemble à un projet plus vaste qui nous permet à tous de vivre plus plein et plus magnifique. C'est donc à la fois simple et profond, l'idée d'une équipe. Elle nous rappelle qu'ensemble, nous pouvons accomplir des choses que nous ne pouvons pas faire séparément. Elle nous rappelle que c'est formule d'être nous, c'est formule d'être ici, maintenant. Que Kublok est un endroit merveilleux où on veut vivre. Terrasson est un endroit merveilleux à vivre. La France est un pays où il fait bon à vivre. Lorsque nous nous réunissons en tant qu'équipe, en tant que communauté, cela nous rappelle que nous sommes quelqu'un d'important et que nous sommes importants qu'ensemble nous construisons une récit, une histoire du passé, du présent et de l'avenir. Des histoires que ces jeunes ramèneront des Écosses et que nous formons l'ensemble de la communauté. En effet, c'est la créer la communauté, même que nous voulons habiter. Fondamentalement, nous sommes une équipe et ce n'est qu'ensemble que nous pouvons vraiment réussir. Vive la Kublak, vive la Terrasson, vive la France. Je vous remercie de votre attention. On va parler rugby avant de parler d'esprit d'équipe parce qu'on a deux légendes du rugby ici, c'est toujours sympa de leur faire partager un peu leurs souvenirs. Moi Philippe, il y a quelque chose que je voudrais que tu m'expliques.
c'est que donc tu as 69 sélections, tu as été un grand capitaine du 15 de France, parmi ceux qui ont eu le plus de caps comme capitaine. Tu as joué une Coupe du Monde 95 mémorable. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours marqué chez Philippe, c'est que j'ai toujours pensé que c'était pas anodin si tu avais été au début et à la fin de deux des plus grands essais de l'histoire du rugby. Évidemment, l'essai 94 en Nouvelle-Zélande, dont vous vous souvenez peut-être, c'est lui qui au départ de l'action, qui relance. C'était à Auckland. À Auckland, donc victoire de l'équipe de France, c'est la seule tournée que les Français ont remportée en Nouvelle-Zélande. Toujours d'ailleurs, je pense. Ouais, la série. Et en même temps, l'essai de Twickenham, qui termine en 90, la relance de l'embut de Blanco et Verbizier. Donc moi, ça m'a... Et je sais que il y a une petite... peut-être, tu as toujours... je ne sais pas si tu l'exprimer comme ça, mais un petit manque de reconnaissance de ton passage comme ailier. Et je noterai aussi que tu es sans doute avec Serge Blanco celui qui a le plus de rebonds favorables dans sa carrière. Quel regard tu penses sur ta carrière, toi, avec les années? D'abord, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Il faut féliciter le philosophe parce que, vous comprenez, moi, quand j'entraînais à Gloucester, c'était compliqué pour les Anglais de me comprendre aussi. Donc, je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. It was amazing. Alors après, je suis très heureux d'être avec vous parce que Benoît, je le connais depuis... Ça marche bien, si? Ça marche? Je le connais depuis pratiquement 25 ans. Je vous explique un peu. J'étais en fin de carrière, j'étais parti jouer en Angleterre et j'entraînais un club qui s'appelait Gloucester. Et on me dit au Midi Olympique, il n'y a pas un mec qui parle anglais. Donc il y a un jeune qui vient d'arriver et qui va venir et qui va être un journaliste qui va faire quelque chose sur Gloucester. Il y avait des Français, il y avait Olivier Hazard, il y avait Patrice Colazo, il y avait Mercier. Et il est arrivé, voilà. Et tout de suite j'ai senti quelque chose, du charisme, un fou de rugby, quelqu'un qui a des valeurs exceptionnelles. Et on peut le voir aujourd'hui, ce qu'il fait de vouloir emmener ses juniors en Écosse. Voilà. Même si après c'était ton métier, quand j'étais pas bon en tant qu'entraîneur, tu écrivais que j'étais pas bon, mais ça c'est ton boulot. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un mec bien. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Et j'ai en plus amené un maillot de l'équipe de France dédicacé par certains joueurs. Et j'espère qu'il va partir, donc il va falloir cracher de l'oseille pour que les juniors puissent partir en vacances, enfin puissent partir en Écosse et gagner le deuxième match de la saison. Maintenant, j'arrive sur ce que tu dis. Alors, le rugby, on parle de sport collectif. Le rugby, c'est l'essence même, on n'est rien sans les autres. On dit souvent qu'on a besoin de champions, mais la star, c'est l'équipe. Et moi, j'ai un parcours, j'étais joueur de tennis. Pour ceux qui connaissent, j'étais de 6 à 15-16 ans. J'étais dans les 3-4 meilleurs Français au tennis. Et le tennis m'a développé beaucoup, l'anticipation, la préaction, le jeu sans ballon. Alors, toute ma carrière, on a dit que j'avais de la chance, mais moi, les rebonds, je savais où ils allaient à cause de ce développement de l'âge de 5 ans à 16 ans. Au tennis, tu es obligé d'avoir l'œil, les slices, les lifts, les lobes, etc., les amortis. Tu développes énormément ton regard. Et puis après, j'étais comme Cédric, tous les deux, on n'était pas des piliers gauches ou des piliers droits, pourtant on le dirait maintenant, mais on était deux ailiers, deux gros ailiers, mais j'avais la chance quand même de faire moins de 11 ou 100 mètres. Donc même si j'étais atypique, même si j'avais les chaussettes baissées, on me surnommait le goré parce que je ressemblais plus à un petit cochon qu'à une antilope. Et donc c'est pour cela que j'ai eu la chance de rentrer très vite en équipe de France. 91 comme tu le dis, je vais vous expliquer il y en a quelques-uns qui ont le même âge que moi, donc ils vont se souvenir, les jeunes, bon, vous n'étiez pas nés, mais en 91 on joue pour le Grand Chelem à Twickenham. Il y avait 5 nations, il n'y avait pas que 6 nations, les Italiens n'avaient pas encore été invités. Les Anglais avaient gagné tous leurs matchs, les Français en avaient gagné tous leurs matchs, et donc on joue pour le Grand Chelem à Twickenham. Demi de mêlée, Pierre Berbizier, il avait à peu près 60-70 sélections. À l'ouverture, Canberra-Béraud,
il avait une cinquantaine de sélections. Céla, Ménel, ils étaient entre 60 et 100 sélections. Jean-Baptiste Lafont à une aile, Serge Blanco à l'arrière qui en avait 100. Et moi j'étais le jeune puceau, encore avec des boutons, et j'avais 2 ou 3 sélections. Et donc je me suis dit, je ne peux pas passer à travers. Et c'est vrai que je suis à l'arrivée de cet essai exceptionnel. Par contre, bon, à l'époque, l'essai ne valait que 4 points. On marque 3 essais. Eux, ils passent 7 pénalités. Et on perd 21-19. Et donc le grand chelem était pour les Anglais, pour Will Carling. Mais le rugby, c'est l'essence même, c'est le collectif. Et pourquoi j'ai choisi le rugby au tennis? C'est que la veille des matchs, au rugby, j'allais pas sortir, j'allais pas aller en boîte de nuit, j'allais pas faire le con, par respect par rapport à mes partenaires, à mes coéquipiers. Je ne voulais pas être mauvais le lendemain par rapport à mes partenaires. Alors que dans un sport individuel, ça m'était souvent arrivé, j'allais gagner 3-4 matchs, et je me mettais sur le toit parce que le lendemain je pouvais perdre et je pouvais l'assumer tout seul. Mais j'ai envie de dire que les victoires et les défaites dans le rugby, elles sont multipliées par 15, par 7, par 10, par 22, par 23. Et c'est la beauté de ce sport, et c'est la beauté aussi du discours du jeune junior. Ce qu'il a dit, ils ont commencé à 6, à 7, ils ont pris des branlées, là ils ont gagné un match, ils sont 30 joueurs, et là maintenant ils vont vivre quelque chose d'exceptionnel. Bien sûr, si on donne un peu d'oseille ce soir, en allant en Écosse. Voilà. Donc j'ai été un peu long, mais je voulais vous expliquer pourquoi je suis là et féliciter encore votre président. Voilà. Merci Philippe. On a la chance d'avoir 69, 59, 70, 130 sélections en vous deux, avec finalement 20 ans d'équipe de France, puisque l'un a quasi succédé à l'autre. Tu finis en 97, Philippe. On part pas le meilleur souvenir de ta carrière, face à l'Afrique du Sud au Parc des Princes, mais ils étaient tous dopés. Hein? Non, je plaisante. Il y a des doutes? Oui. Et on a. Alors excusez-moi, on va faire avec un micro, ça va pas être évident, mais bon, on va y arriver. Et puis Cédric qui succède dans un autre style. Cédric, on l'a dit, c'est le local de l'étape, mais qui lui aussi est sorti de sa condition à un moment donné pour faire carrière. Il aurait pu rester à Brive, tranquillou. Il a choisi de se mettre en danger, à Jeune à bord, en Stade Toulousain. Et puis, moi, ce que j'aime, je l'ai connu très jeune, je l'ai vu arriver, Cédric. Et moi, j'ai toujours été admiratif de sa manière d'accepter les challenges, d'évoluer. Je me souviens d'une tournée en Argentine où tu étais capitaine, c'était la première fois que tu étais capitaine, je crois. Et tu dis comment on fait un discours, comment tout ça. Et je vois à quel point tu as évolué dans ta vie, évidemment bien accompagné par ta femme, hein, qui t'a bien coaché aussi, par moment. Mais non, mais c'est un parcours remarquable et c'est un talent. Je dirais que voilà, il y a 2 styles différents. Il y a du talent dans les 2 cas qui s'exprime différemment, et de l'anticipation, tu l'as dit, d'un côté instinctif du jeu que tu avais, et puis aussi de bonifier plein de mauvais ballons que les autres voulaient pas, voilà, aussi. Cédric, c'est différent, c'est des éclairs dans l'espace, des essais aussi incroyables que ceux de Philippe dans un style différent. Et moi, je voudrais, quel regard, toi, tu portes sur ta carrière aujourd'hui, que tu as vu, qu'est-ce qui te rend plus fier, finalement? Bonsoir à tous. Ça va être hyper dur de passer derrière Philippe. Ravi d'être parmi vous. Je vais aussi faire mon lien avec Benoît. Il parle de mon épouse, c'était son témoin de mariage, donc c'est un peu simple. Après, Benoît m'a vu arriver à Brive. Pardon? Décale un peu, c'est ma première fois. Non, la question c'était de qu'est-ce qui me rend le plus fier? Les remises en question. Je crois que j'étais un jeune junior avec beaucoup de certitude, avec la grosse tête. Je me suis fait remettre en place par mes éducateurs. Et puis après, ça a été l'arrivée à Brive, le mécontentement et surtout l'envie d'aller relever de nouveaux défis. Quand j'arrive à Agen, je suis un jeune junior, je rentre dans une équipe où il y a Philippe Benetton, Benazi et autres, et il fallait que je fasse ma place, c'était pas gagné. Il a fallu que je me taise, il a fallu que je reste dans mon coin, il a fallu
comme tout jeune joueur, j'avais quelques couleuvres, mais à force de volonté, de détermination, j'y suis arrivé. Et après, il y a eu le grand bond pour aller au Stade Toulousain, où j'ai fait 10 ans. Et là, j'ai découvert un club monumental, où tout est fait pour la perfection. Et j'ai eu énormément de concurrence, comme tous les autres joueurs. Mais quand vous êtes mis dans les meilleures conditions, on n'a qu'un droit, c'est de tout donner. Et c'est vrai qu'au Stade Toulousain, pour la plupart des gens, on a l'impression que tout a été tranquille, où j'ai joué. Non, j'ai fait quelques matchs sur le banc, j'ai fait des débuts de saison et en regardant les autres de temps en temps à la télé pour les phases finales, mais ça a toujours été le même challenge. C'est pourquoi les remises en question, toujours vouloir avancer. J'avais pas la science infuse de Philippe de choisir les rebonds. Je prenais les ballons de volée, désolé. Mais non, mais ça a toujours été de me questionner, d'être toujours au bon endroit, au bon moment pour essayer de performer. Et après, il y a eu mon départ à Bayonne pour finir ma carrière. Il y a eu l'équipe de France, ça a été à peu près le même cheminement. J'arrive en 2001 avec l'arrivée de l'Italie dans le tournoi destination. Après, je suis pris en tournée, je me blesse, je me fais opérer du genou. Et là, mon épouse est là ce soir. Je crois qu'on s'est retrouvés à mi-chemin entre le résultat et notre domicile. Et je lui ai dit, je suis terminé, je suis fichu, je ferai pas carrière. Et encore une fois, bien entouré, bien encadré, mes beaux-parents, mes parents qui sont là aussi ce soir, j'ai pu rebondir, j'ai pu recommencer, me reconstruire. Et ça a été à chaque fois de perpétuelles remises en question. L'équipe de France, il y a eu des hauts, des bas. On m'a souvent dit que j'étais meilleur dans les bas que dans les hauts, mais bon, ça c'est comme ça. Il a fallu faire sa place parce qu'en équipe de France, c'était Aurélien Rougerie, c'était Christophe Dominici, il y a eu David Bourri au départ, il y a eu Émile Ntamak, il y a eu toute cette concurrence, il a fallu se faire une place. Mais à chaque fois avec toujours la même volonté de donner, parce que ce soir on va évoquer l'esprit d'équipe. Et ce que j'ai retenu de mes années rugbystiques, c'est que l'individu n'est rien sans le collectif. Et j'ai vraiment appris que avant de vouloir recevoir, il fallait que j'apprenne à donner pour les bonnes raisons. Pourquoi je suis là, pourquoi je suis dans cette équipe, essayer de comprendre. Et le jour où j'ai mis tout ça en face, avec ma volonté de vouloir progresser et de vouloir donner, mais tout d'un coup j'ai reçu. Et après j'ai fait quelques années avec un peu plus de matchs, un peu plus de certitude. Mais l'esprit d'équipe, c'est ça, on n'est qu'un maillon d'une chaîne, surtout nous qui jouons à l'aile ou à l'arrière, sans les autres on n'est rien, c'est ça, on est là pour finir les actions, ou de temps en temps réussir à interrompre une action, mais vraiment l'un sans l'autre, on n'est rien. Et aujourd'hui c'est ce que j'essaye de temps en temps d'appliquer au sein de l'entreprise qui m'emploie, Andros, qui est une entreprise régionale. Voilà, c'est ça. Merci. On va essayer vraiment, on a entre 20 minutes, une demi-heure d'échange. On essaie de s'écouter. Philippe vient de Saverdun, voilà, pour l'amitié. Cédric aussi, prennent leur temps. Essayons de respecter le fait qu'on échange avec eux, en écoutant ce qu'ils ont à nous dire, s'il vous plaît. Je vous le demande, voilà, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allô? Si on peut écouter ce que nos amis qui ont fait du chemin pour venir et donnent du temps gentiment, si on pouvait respecter en écoutant ce qu'ils ont à nous dire, à partager, qui est très riche et qui nous servira à tous dans les différentes épreuves de la vie qu'on peut rencontrer aussi. Merci beaucoup. Philippe, tu as été, une fois que tu arrêtes ta carrière en 97, non 97, ouais, quasiment 97-98, tu passes direct de l'autre côté de la barrière. Ça fait donc quasiment 30 ans que tu entraînes, ou que tu manages à différents niveaux des clubs que tu as eu à faire. Tu as été traité en départ évidemment, mais très vite tu as un côté quand même, avec une vision d'ensemble des clubs dans lesquels tu as évolué comme, j'allais dire presque dirigeant, plus qu'entraîneur presque, avec évidemment on regarde toujours rugby, mais toujours un regard assez managérial et global. Est-ce que tu dirais que cette idée d'esprit d'équipe a évolué et comment toi tu as fait pour évoluer toi-même par rapport à cette évolution? Ben, ce qui est sûr, c'est que le rugby évolue, et heureusement, il évolue très bien.
quand tu t'aperçois qu'au niveau de l'audimat, l'équipe de France cette année a fait bien plus que le football. On est en train d'être un sport qui explose au niveau féminin aussi. Il y a de plus en plus de filles qui jouent aux écoles de rugby, dans les clubs, au niveau national. Alors ce qui a évolué surtout, c'est que avant, souvent, tu jouais pour un club, tu jouais pour un maillot, pour un clocher. Maintenant, avec le rugby professionnel, les joueurs font plusieurs clubs dans leur carrière. Souvent, tu as 12 à 15 nationalités différentes. Et le management a aussi énormément évolué avec les nouvelles générations. Quand j'ai été champion de France en 2022 avec Montpellier, la moyenne d'âge c'était 25 ans. Et j'ai envie de dire que le management vertical qu'on pouvait faire avant, j'ai entraîné Sébastien Chabal par exemple à Bourgoin et à Seille. S'il était mauvais, je lui montrais à la vidéo devant 40 mecs qu'il avait été nul. Le barbu ne me parlait pas de la semaine et le week-end, après c'était le meilleur joueur sur le terrain. Maintenant, avec les nouvelles générations, c'est un management participatif, c'est plus 80% de positif, 20% de négatif. Il faut les faire participer sur la stratégie, sur les règles de vie. Il faut qu'ils soient partie prenante dans l'organisation, dans le système de jeu. Par contre, ils ont un savoir incroyable. Ils sont beaucoup plus professionnels que les autres générations. Ils sont sérieux dans l'hygiène de vie. Ils sont sérieux dans l'entraînement. Par contre, si tu leur dis des conneries ou des faits, ils vont t'assassiner tout de suite. C'est des personnes qui sont sur les téléphones, qui prennent des informations, qui zappent en permanence. Donc c'est nous, dans le management, où on a été obligé de s'adapter. On ne fait plus des réunions d'une heure et demie. Les réunions ne durent jamais plus que 20 minutes. On essaye vraiment d'aller à l'essentiel. On essaye vraiment de leur donner des moyens. Par contre, et c'est pour ça qu'on a des staffs pléthoriques. Maintenant, on a 25 personnes dans un staff. On a 5 préparateurs physiques. On a 3 kinés, 2 docteurs. On a 5 spécialistes sur l'attaque, la défense, etc. Et notre rôle, c'est de leur donner une plus-value pour qu'ils se développent individuellement et collectivement. Et maintenant, on parle de projets à 12, 24, 36 mois, mais on ne va pas plus loin. Et il faut vraiment emmener ces joueurs et emmener cette jeune génération sur des projets. Et je peux vous assurer que quand ça fonctionne, c'est un régal. Par contre, ils sont très exigeants avec eux-mêmes, mais ils sont aussi très exigeants avec leurs encadrants. Et donc, c'est des choses qui ont évolué, mais comme dans les entreprises, je suis sûr que vous avez aussi le même problème. Avant de rentrer dans une entreprise, quand on rentrait à Andros ou Société Générale, on restait à vie. Maintenant, c'est complètement différent. Les jeunes, ils veulent travailler, après ils veulent découvrir le monde, après ils veulent aller ailleurs. Et donc, j'ai envie de dire, c'est à nous, managers, à nous adapter à cette nouvelle génération, au lieu que la nouvelle génération s'adapte aux managers qui ont la cinquantaine, on va dire. Est-ce que sur les valeurs d'esprit d'équipe, pour autant, même s'ils sont différents dans l'apprentissage, dans le management, est-ce que sur ces valeurs-là, est-ce qu'elles ont évolué ou finalement elles restent quand même elles restent identiques à ce qu'elles ont été? Elles restent identiques. La seule chose, c'est que moi, quand je jouais dans le rugby amateur, à la fin des matchs, le glaçon, on le mettait dans les jerrycans et dans du Ricard, et on faisait la troisième mi-temps dans le bus. Maintenant, les glaçons, ils le mettent sur le quadriceps, sur l'épaule, pour pouvoir récupérer plus rapidement et pour pouvoir s'entraîner 2 jours après. Mais la troisième mi-temps existe encore, même s'il faut faire attention. Et après, on est un sport où l'essence même, c'est un sport collectif. On dit souvent, les avants gagnent de l'argent, les 3/4 le dépensent. Donc si on veut dépenser de l'argent, il faut en gagner. Et donc les valeurs, la mêlée, c'est collectif. Les ballons portés, c'est collectif. La défense est collective. Cédric l'a dit, quand tu as un ailier, il a fallu avancer en mêlée, il a fallu que la charnière ait pris la bonne décision, que les centres étaient bons dans le timing. Et sincèrement, ils ont un état d'esprit exceptionnel. Par contre, il faut quand même les cadrer sur le fait d'abord qu'on est des privilégiés. Parce que quand on est sportif professionnel et qu'on vit notre passion, on doit être des énormes privilégiés. Et le bien vivre ensemble est primordial. Donc le respect, avoir la banane, avoir le sourire. Et par contre, ils sont très impliqués maintenant dans la stratégie, dans les systèmes. Ils travaillent avec les ordinateurs, ils travaillent avec les analyses vidéo. Et
Quand vous entraînez des mecs qui ont 50, 60 sélections, qui ont 10 ans de top 14, vous avez besoin de vous servir de leur savoir. Parce qu'ils ont des fois plus de savoir que des entraîneurs adjoints. Et donc c'est vraiment, on crée un système de jeu, on crée des règles de vie collectivement. Et moi après, par contre, en étant manager, après je suis le garant de ce qu'on a décidé ensemble. Cédric, est-ce que tu as en mémoire comme ça des... je te prends un peu à froid, excuse-moi, je t'ai pas envoyé la question avant, mais non, des moments d'esprit d'équipe s'est exprimé particulièrement, ça peut être des moments chouettes, mais des moments durs aussi, pour ta longue carrière. Ça peut être en équipe de France, en club, des moments durs, parce que toi tu étais dans le dur et tu as senti un groupe qui te portait, ou à l'inverse, un moment dur collectif, et puis la manière dont le groupe vit fait que tu te sors d'une embûche. Est-ce qu'il y a des moments comme ça qui t'ont marqué? Oui, il y a un moment en Coupe d'Europe où ça s'est transformé en poitronnade. La petite boulette de Clément Poitrenon, on va dire, mais ce match, c'était un peu Kellam, c'est ça, face au Raps. C'était un match de dingue. Il y avait une énergie folle et c'est malheureusement sur une action, un joueur qui, on va pas dire nous fait perdre le match, mais en tous les cas fait une bévue et qui va déclencher qu'on perd ce match-là. Et là, la force collective, personne ne lui en a jamais voulu. Personne ne lui a fait des réflexions, c'est devenu pratiquement un jeu. Lui, ça l'a permis de grandir. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment le collectif qui l'a porté, parce que ça a été très dur pour lui. Et c'est cet esprit d'équipe qui a permis de pouvoir continuer sa carrière. Voilà. Après, il y a ma première saison au stade, où quand vous signez au stade, vous vous dites, ben, ça y est, les titres sont à portée de main. Et c'est un petit trou, il n'y a pas de titre, on est éliminé assez vite un peu partout. Et là, j'ai vu l'esprit d'un club. L'esprit d'un club, c'est-à-dire que d'en haut jusqu'en bas, il y a eu une remise en question, il y a eu une refonte sur des schémas de jeu. Philippe a entièrement raison, nous on était aux prémices. Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir travaillé plus avec les ordinateurs, de m'être intéressé encore plus au jeu. Mais on s'est posé les bonnes questions, il y avait des leaders de jeu qui se sont posés les bonnes questions. Il y avait des staffs moins pléthoriques que maintenant, mais en tous les cas, cette remise en question a permis d'avancer, d'aller conquérir de nouveaux types plus tard. Ça a été ça. Après, des moments douloureux, oui, il y en a eu. Il y a eu en Coupe du Monde. Il y a eu 2007, la demi-finale perdue face à Angleterre. Mais bon, on va dire qu'il y a eu le quart de finale à Cardiff face au Black, qui reste un merveilleux souvenir. Et après, à titre personnel et purement personnel, c'est la finale de la Coupe du Monde 2011 où voilà, je ne suis pas invité à participer à cette fête. Et voilà, c'est un moment douloureux et l'esprit, encore une fois, d'équipe, de collectivité, de cette vie de groupe, parce qu'il faut vous rendre compte que quand on vit au sein, et Philippe en parlera certainement mieux que moi, mais on est un peu dans une bulle totalement fermée, où tout est exacerbé, où les caractères forts sont encore plus forts, où la concurrence est encore plus forte. Et ça amène des émotions et ça amène des relations des fois qui sont un peu, j'ai pas envie de dire faussées, mais qui sont au summum de leur excitation, agressivité. Et dans ces moments-là, il faut des grands managers comme Philippe qui arrivent à ramener tout le monde et à apaiser tout le monde. Parce que, Philippe l'a dit aussi, on est quand même des privilégiés dans un sport et on a la chance de vivre de notre passion. Et une fois qu'on perd ça de vue, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'étiolent. Dans toutes les aventures humaines que j'ai pu vivre, je crois que ça a été ça, de ne pas perdre de vue que le projet, que le projet est avant tout devant l'individu, mais il faut un patron. Philippe l'a dit, il y a des staffs à 20, 25 maintenant. On peut échanger, on peut parler de vie de groupe, on peut parler de stratégie, et si dans les clubs où ça marche, c'est qu'il y a eu toujours des grands patrons. Regardez Montpellier, Philippe est arrivé, il a mis des choses en place, ils ont été champions. Guy Novès au Stade Toulousain, pendant des années, c'est lui le boss. Il faut toujours un responsable de l'ADN, un responsable de l'autorité pour faire avancer. Et vous le voyez dans vos entreprises, vous pouvez faire et tomber dans la réunionnite, à plus en finir des heures et des heures. Mais au bout d'un moment, il y aura toujours quelqu'un qui va trancher, et généralement,
c'est soit le chef de groupe, soit le chef du service, ou forcément le patron, mais il faut toujours un leader qui s'appuie après sur des adjoints, mais il faut un leader. Justement, tu évoques l'entreprise, vous avez une différence là-dessus, c'est que toi, tu n'as jamais quitté le milieu à part un développement, tu as quand même effilé beaucoup de... Tu n'as jamais quitté le monde de l'entreprise non plus, puisque très tôt, tu as eu des business à côté du rugby, et tu les as toujours. Cédric, toi, tu as vécu ta carrière à fond, tu as eu un passage intermédiaire via les médias, avec qui tu es toujours en contact, et puis tu as basculé dans le monde de l'entreprise chez Ambroise, tu disais, où tu es aujourd'hui responsable de la partie sponsoring du groupe. Et comment justement, à quel point ce que tu as vécu te sert, ou à l'inverse, j'allais dire ne te sert pas, c'est-à-dire que quel est le temps d'adaptation qu'il t'a fallu, à quel point tu es encore dans le temps d'adaptation, et justement pour rester dans le sujet aussi, à quel point ces expériences ou l'esprit d'équipe peuvent te servir aujourd'hui dans ta deuxième carrière. Donc, déjà, je vais revenir. Mon père m'a toujours dit, et après tu vas faire quoi? Et après tu vas faire quoi? Et après tu vas faire quoi? Au niveau scolaire, ça n'a pas été compliqué, mais je me suis retourné passer des diplômes à 34 ans. Quand vous avez 34 ans et que vous vous retrouvez sur les bancs d'école, c'est un peu compliqué. Donc il a fallu que je m'y remette. J'ai eu la chance de rencontrer un homme, Frédéric Gervaison, qui m'a tendu la main. Il m'a dit, c'est simple, tu bosses, on t'aidera, tu bosses pas, tu passeras ta route. La reconversion, ça s'est fait parce que j'ai rencontré la bonne personne au bon moment. Et après, si je peux faire le parallèle entre la vie en entreprise et la vie en club, c'est peut-être dur ce que je vais dire, et je le sens de plus en plus dans les nouvelles générations. Philippe disait, dans une carrière, on pouvait rester 10 ans dans un club. Aujourd'hui, dans le monde professionnel, on est sur des projets à 3, maximum 5 ans, et après, il faut faire évoluer les gens, ou d'eux-mêmes ils partent parce qu'ils n'ont pas cette satisfaction au sein de l'entreprise. Le plus dur pour moi, ça a été de sentir les gens imprégnés. Quand on est dans un club, on a un projet commun. On regarde tous dans la même direction, même si des fois c'est pas toujours évident, mais on a un objectif, c'est d'être champion de France. Quand vous travaillez avec avec des collègues de travail, merci, on n'a pas tous le même projet. Il faut sans arrêt aller chercher, j'ai eu la chance d'être manager de plusieurs personnes dans mes équipes, il faut sans arrêt aller les chercher, les ramener pour leur reparler du projet commun, les intéresser. Et la détermination n'est pas la même parce que, comme je vous disais tout à l'heure, le sportif de haut niveau, il a ce petit truc en plus, c'est la remise en question, la détermination et le sacrifice de lui. Il sait tous les efforts qu'il va falloir qu'il fasse pour y arriver. Dans le monde de l'entreprise, il y a tellement de choses qui sont différentes entre la vie de famille qui peut être complexe. Le joueur de rugby est totalement égoïste. Il est très bien encadré, mais il est totalement égoïste, il est totalement centré sur sa performance. Dans le monde de l'entreprise, on ne ressent pas forcément, parce que ce que je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont là pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est très rare. Peut-être que j'ai cet ADN, ça fait déjà 10 ans que je suis chez Andros. Vous qui êtes des patrons ou qui travaillez dans différents services, vous devez le ressentir, il faut aller sans arrêt chercher les gens, les ramener, les remettre dans le droit chemin, c'est usant psychologiquement. Il faut toujours rappeler que derrière ça, il y a toujours un projet. Le projet dans un club de rugby, c'est 10 mois, c'est ça, une saison à peu près, environ 10 mois. Là, on ne peut pas faire des projets à 10 mois, on est sur des projets à 3, 4 mois, le projet est terminé, on conclut et on repart sur un nouveau projet, hormis des projets de long terme, mais ça n'existe pas. Il faut être court-termiste et faire comprendre qu'il y a une vision long-termiste. Merci. Philippe, quand toi, dans tes expériences d'esprit d'équipe comme ça, comment tu fais pour justement essayer de trouver, on évoquait, trouver des objectifs permanents? Parce qu'au-delà d'être champion de France et d'être champion d'Europe ou de gagner un titre, ou d'aller plus loin possible en termes de compétition, chacun en effet aujourd'hui a sa carrière, ses propres objectifs, être en équipe de France ou même avoir un dernier bon contrat avant d'arrêter. Voilà, il y a des objectifs très différents. C'est vrai qu'il y a un fil rouge commun qui est la compétition. Mais quelles sont tes clés, toi, les 2-3 clés, si tu avais à transmettre comme ça, de tes petits twists pour
former un groupe, créer un groupe, c'est plutôt ta patte, ça d'arriver à monter des groupes et les faire vivre ensemble. Quelles ont été tes principales clés pour y parvenir? Ouais, les principales clés, premièrement, c'est d'avoir des personnes bien, ok. Comme on dit dans le rugby, c'est plus facile d'avoir 15 mecs intelligents et de les rendre cons pendant 80 minutes, mais d'avoir 15 cons et les rendre intelligents pendant 80 minutes, ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc premièrement, c'est d'essayer d'avoir des personnes intelligentes. Deuxièmement, même quand des joueurs jouent au très haut niveau, il y a du talent, il y a un X-Factor. Pour jouer en top 14, le mec il a un X-Factor, il est très rapide, il est très puissant, il est bon dans les duels aériens, etc. Mais le talent ne marche pas sans travail. Donc le travail, l'abnégation, la résilience, le bien vivre ensemble est primordial. Mais donc des mecs talentueux, du travail, et après aussi, et ça c'est compliqué, on est dans un monde où c'est l'individualisme en outrance, et nous le rugby, on n'est rien sans les autres. Donc d'être capable de travailler ensemble, être capable de faire des choses ensemble, être capable aussi, souvent on va dans les équipes, on va dans des associations, on va aider des personnes en difficulté, on va voir des enfants malades, on essaye de participer vraiment à la ville, à participer à des associations parce que c'est important. Et puis après, des fois, il y a tout s'aligne. Par exemple, l'année 2022, pourtant le Stade Toulousain est champion de France depuis 7 ans, toutes les années, mais c'était la dernière saison de deux monstres à Montpellier, qui étaient Guillaume Guirado et Fulgence Ouedraogo. Et on a commencé en début de saison en disant on va s'accrocher, on va s'envoyer comme des chiens, et on veut les amener très haut. Et donc au départ, l'objectif c'était d'être 6e, et fin décembre, on est second. Et donc là, on a changé les objectifs ensemble en disant il faut qu'on finisse dans les 2 premiers, et si on finit dans les 2 premiers, sur 2 matchs, personne ne va nous arrêter. Et là, tout d'un coup, il y avait 30% de l'effectif qui commençait à croire en ça, et après 40, et après 50, et après 70, les mecs travaillaient dur, physiquement. On n'était pas les meilleurs, mais physiquement, on était très bien. Entre la 70e et la 80e minute, on gagnait les matchs de Muerte à la fin, on gagnait parce que les mecs s'envoyaient dans la semaine, s'envoyaient sur le terrain. Et puis tout d'un coup, tu sais, t'es manager et il y a des convocations de l'équipe de France parce qu'il y avait une tournée au Japon. Et les demi-finalistes et les finalistes ne partaient pas en tournée, donc il y avait une pré-liste de 60 joueurs. Et moi j'avais 18 joueurs qui devaient partir au Japon si on n'était pas en demi-finale. Et les 18, ils venaient me voir, ils me disent coach, on ne va pas remplir le questionnaire parce qu'on va se qualifier pour les demi-finales. C'est-à-dire que les mecs, ils n'étaient pas dans le processus individuel et de dire oui, je pense à moi et à l'équipe de France. Ils étaient dans le processus collectif et d'emmener Fulgence Ouedraogo et Guillaume Guirado au Stade de France. Et bien sûr, quand même, ils ont rempli parce que ça fait partie de leur métier, etc. Et on a fini second. En demi-finale, on a gagné Bègle-le-Bordeaux. Pour être honnête, Castres gagne le Stade Toulousain le vendredi soir. Moi, j'étais très content parce que le Stade Toulousain, au final, ils sont injouables. Et là, le dimanche, on avait tout anticipé, les mecs sortaient pas, la cryothérapie, etc. Et là, j'ai mes 2 secondes lignes, qui étaient 2 joueurs anciens du Stade Toulousain, Vérag et Chaluro. Et on boit un café, il me dit, coach, on va être champion, mais il dit, ça nous fait chier, nous, on aurait aimé jouer le Stade Toulousain. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été virés par le Stade Toulousain. Mais sincèrement, ils étaient tellement motivés que si on avait joué le Stade Toulousain, il y en a un qui aurait pris un carton rouge et l'autre aurait pris un carton jaune. Mais il y avait une dynamique collective, on n'était pas les meilleurs, mais tout le monde était concentré sur un objectif. Et après la finale contre Castres, au bout de 12 minutes, il y a 3 essais et on a déjà gagné le match, je crois même 18-0 au bout 7-14. Non, il y a une transformation loupée. 19-0 au bout de 16 minutes. Mais et c'est magnifique, comme vous qui êtes un patron d'entreprise ou manager. Moi j'ai vécu des moments difficiles, je ne parlerai pas de la Coupe du Monde, les quarts de finale contre les All Blacks, on en a pris 60. Mais quand vous avez une osmose, quand vous sentez que vous avez des joueurs qui ne sont même pas à 100%,
ils sont à 120, 150%, que les bons joueurs sont excellents, que les joueurs moyens sont très bons, que les jeunes, quand ils arrivent, sont bons aussi. Et ben, c'est une osmose qui est fantastique, c'est un kiff qui est incroyable. Par contre, c'est là où je suis impressionné, c'est que le Stade Toulousain, eux, ils sont capables de faire ça d'année en année. Ils se redécouvrent en permanence, ils sont en permanence montés des jeunes joueurs, le plan de succession est exceptionnel, et c'est pour cela qu'ils sont très forts. Et en 2022, on a fait soulever le bouclier de Brennus à Fulgence Ouedraogo et Guillaume Guirado. Et par contre, là, je leur ai autorisé après, ils ont fait 10 jours de fête, et je peux vous assurer qu'ils en ont bien profité. Il y a une phrase qu'on entend, Philippe évoquait le Stade Toulousain, il y a une phrase qu'on entend souvent, ouais, mais Guy Novès c'est facile, moi aussi je peux entraîner le Stade Toulousain, tu vois. Mais j'aimerais bien voir Guy Novès entraîner l'équipe de Fédéral 3, on verrait ce qu'il ferait. Tu sais, il y a souvent les jaloux, les aigris, ou peut-être qu'il y a une part aussi de vérité là-dedans. Voilà, c'est un peu ma question. C'est-à-dire, quelle est la part justement de Novès et puis de Mola aujourd'hui, puisqu'il va succéder, on fait que même si on est dans un groupe, dans un club performant au sens large, avec l'émergence de bons joueurs régulièrement, qu'est-ce qui fait quand même qu'il y a un esprit d'équipe qui semble toujours perdurer? Pour moi, c'est pas pareil. Moi, il y a deux managers différents. Il y a Guy Novès, qui était le garant de l'ADN, de l'histoire du club, de la philosophie de jeu. Mais Guy Novès n'était pas sur le terrain. Et il n'entraînait pas, il manageait. Il faisait en sorte que chaque individu était au summum de ses capacités physiques, mentales, psychologiques. Mola, il est un peu plus impliqué dans le jeu, il est un peu plus sur le terrain. En tous les cas, ces deux garçons, je connais plus Guy Novès que Hugo Mola, ils ont une mission, ils ont un héritage à transmettre sur la volonté de ce club, Philippe le disait, de se réinventer, d'aller chercher des jeunes joueurs. Quand on a la chance d'être recruté par le Stade Toulousain, c'est qu'ils considèrent que vous avez une partie de vous qui peut correspondre à leur jeu et au profil qu'ils veulent donner. Et ça, quand vous êtes le plus grand club d'Europe, c'est aussi un peu facile, il faut dire les choses, parce qu'il y a pratiquement 90% des joueurs qui veulent aller jouer au Stade Toulousain. Après, il n'y a pas 90% des joueurs qui peuvent s'adapter au Stade Toulousain. Et c'est là où la science de ces deux personnes font qu'ils vont choisir les bons joueurs au bon endroit. Il faut savoir aussi recruter, ce qu'ils font très bien, pas que des premiers rôles. Quand on voit, j'ai oublié son nom, le demi-mêlée qui est en train de devenir numéro 1, parce qu'Antoine Dupont, CDC, Graou, c'est un super joueur, je pense, qui pourrait jouer dans pas mal de clubs en étant un titulaire indiscutable. Ce garçon préfère rester au Stade Toulousain. Moi, j'ai connu Grégory Lambolé, pareil, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir s'éclater dans ce système-là. Et pour aller encore plus loin dans ta question, est-ce que Guy Novès aurait été capable de faire la même chose d'ailleurs? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincu et pourtant j'ai un profond respect pour Guy Novès parce qu'au Stade Toulousain tout était articulé et c'est lui qui avait les hommes au bon endroit et c'était sa façon de voir les choses, sa façon de construire. Quand on regarde Hugo Mola, il a commencé sa carrière avec quelques échecs entre guillemets, ou difficultés à Brive, ça a été dur dans d'autres clubs et il est revenu dans ce club-là. Il a eu la capacité certainement de se remettre en question et de pouvoir manager cette jeune génération qui, à mon sens, est la plus forte de toutes les générations que le Stade Toulousain a eu parce qu'elle est complète, que ce soit devant ou derrière. Mais chacun a dû mettre les bonnes personnes au bon endroit. Je crois que c'est ça la force de ce club, de se réinventer, de connaître les hommes. Je ne sais pas si je vais prononcer correctement, mais vous savez, il y a un film qui a été créé, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, et Guy Novès, c'est ça. Moi, j'ai fait avec lui il nous prenait toujours 1 heure avant le match, il nous faisait 5-10 minutes de briefing, et sa plus grande phrase, c'est que je n'échangerai aucun joueur de l'équipe adverse avec vous. Si vous êtes là, c'est que vous êtes les héritiers, c'est que vous avez quelque chose à accomplir dans ce club. Et après, venez dans le vestiaire, où il venait s'asseoir à côté de vous, et là, il vous rentrait, mais vraiment, dans le cerveau. C'était un truc de dingue. Quand je jouais Dominici, Aurélien Rougerie, surtout que je vais vous faire l'anecdote, Aurélien Rougerie
qui est un merveilleux ailier, mais on n'a pas les mêmes qualités. Moi, il est grand, il est costaud, il va vite. Moi, je suis plutôt, on m'a pas surnommé Goé, mais on aurait pu. Mais voilà, je suis plutôt Rabelais, Potioc. Et lui, il me met un vent terrible en demi-finale à Marseille. Je fais le drapeau sur un crochet intérieur et on les rejoue quelques mois après au stadium. Et là, il s'assoit à côté de moi, il me dit, voilà, tu vas continuer à faire le drapeau. Aurélien Rougerie, il va te mettre sur le porte-bagages et il va t'amener, puisque c'est lui qui est en équipe de France. Toi, tu es derrière. Et vous voyez, c'est ce genre de petits trucs qui sait où appuyer pour nous faire mal, pour nous sublimer. On a la chance au Stade Toulousain ce jour-là de gagner. Et je suis un peu loin. Et je fais le match au retour et je suis titulaire. Et là, il recommence. Et Aurélien Rougerie. Et nanani, il m'a dit, Dominici, t'as fait de tout. Aurélien Rougerie, je pense qu'ils se sont rappelés. Ils vont te faire de tout. T'es leur marionnette. Ils jouent à ta place en équipe de France. Et nanani. Et donc, je craque un peu et je dis, écoute, c'est simple. Aurélien Rougerie, s'il vient 1 contre 1, il ne passera pas. Par contre, je vais faire un truc, et le bus ce soir m'appartient. Et moi là, il me dit, le bus t'appartient. En une période de Noël, je dis oui. Si je fais quelque chose de bien, et que Rougerie 1 contre 1 ne passe pas, je prends le bus en otage, je le fais arrêter à Brive, on va dans un lieu de recueillement, Brivis-la-Charrette, où tous les jeunes adorent aller se ressourcer, se reposer, se poser les bonnes questions entre gin tonic. Et donc il me dit, ok, on fait le match, j'ai la chance de marquer un essai, et à 10 minutes de la fin du match, Roro qui m'arrive en cap à cap. Alors là je dis surtout pas, j'avais averti Josio, Fritz, je leur ai dit, vous vous débrouillez, vous glissez, je veux pas le retrouver. Ça m'est tenu toute la partie, sauf que là il arrive. Et là je me pose la question, et je dis, il va vouloir m'humilier, refaire une prochaine charrette ou pas charrette déjà. Et il va vouloir m'humilier, et là, il me tente l'extérieur, et j'ai la chance de le tenir par la chaussette. Et là, je le lâche pas, et j'arrive à le faire tomber, il arrive à faire la passe, il marque. Je vous garantis, je retourne, donc il marque, je me retourne vers le banc, et je regarde Guy Novell, je fais, le bus, il est à moi. Rien à foutre du match, et donc véridique, on a pris le bus, on a fait la réception, arrivé dans ce lieu de recueillement corrézien. Le bus s'est arrêté et Guy Novès m'a donné la carte bleue du club et les clés. Il m'a dit rendez-vous à 6h dans le bus. Vous voyez, c'est comme ça. Et ils avaient perdu. Mais il avait tenu sa promesse. Bah, merci à tous les deux. L'heure avance déjà et je pense que les gens ont faim, etc. Mais je voulais dire, tout à l'heure, tu as dit avant, c'était les glaçons dans les requins et maintenant c'est les glaçons sur l'épaule. Les deux interactions, c'est les deux. On se fait 10 minutes rapidement de temps d'échange. S'il y a des questions, peut-être. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a ces gens-là à la terrasson. Oui, Eric Patry, Kelly Agricole et Amini Club. Peut-être que. Excusez-moi, du coup, je te fais. Bonsoir. J'ai une question pour Philippe, parce que Cédric a dit finalement le patron qui l'avait impressionné et inspiré, c'est Guy Novès. Alors vous, Philippe, soit en tant que joueur ou en tant que dans votre carrière après, est-ce qu'il y a un patron qui vous a particulièrement marqué ou inspiré? J'ai envie de dire que moi je me suis nourri de beaucoup de personnes, d'abord des éducateurs à Romans, mon club formateur, des entraîneurs. Après en équipe de France j'ai eu le grand écart, j'ai commencé avec Jacques Fourou et j'ai fini avec Scrella et Villepreux, en passant par Pierre Berbizier. Mais j'ai fait aussi professorat de gym, donc j'ai eu des personnes qui étaient des philosophes de rugby. J'ai eu Deleplace, qui était pour le mouvement général. J'ai eu Conquet, qui était au niveau de la grappe et du combat. Et j'ai envie de dire que je suis un peu une éponge et je me suis un petit peu nourri de toutes ces personnes. Je suis parti aussi en Angleterre. Et c'est là où on voit que l'humain est incroyable. J'avais pris espagnol première langue, donc mon niveau d'anglais était catastrophique. Je suis arrivé en Angleterre, je ne disais pas un mot d'anglais. J'avais emmené mon frangin, qui était mon traducteur. Et 2 ans et demi après, je gérais le club de 100 personnes et
et 20 millions de livres. Donc quand tu te mets en danger, tu es capable de faire plein de choses. Mais en tant que joueur, moi j'ai eu la chance de jouer avec Philippe Sella, qui avait 111 sélections. Alors j'ai été son capitaine, j'étais capable de lui dire des grosses conneries, parce que j'étais comme ça, j'étais capable de l'engueuler. Mais j'ai jamais vu un joueur comme ça. Il savait tout faire, une humilité incroyable. Et après, en tant qu'entraîneur, j'ai eu la chance d'entraîner des très grands joueurs. Mais Johnny Wilkinson à Toulon m'a marqué. Jason Robinson à Sales, je l'avais en plus mis capitaine. Et c'était un joueur exceptionnel et avec un charisme fantastique. Et à Montpellier, quelqu'un qui est pourtant pas très connu, mais Yacouba Camara, et qui était introverti, et je l'ai mis capitaine, et il s'est avéré d'être un leader exceptionnel, un leader avec tous des particularités, avec tous leurs caractères différents. Lui, c'était plus un leader de combat, un leader par l'exemplarité, etc. Jason Robinson était compliqué, Johnny Wilkinson, merveilleux. Je vais juste raconter une petite anecdote sur Johnny Wilkinson, c'est que j'arrive à Toulon. Toulon était en difficulté à l'époque. Il faisait une année en D2, une année en top 14, une année en D2, une année en top 14, il faisait le yo-yo. Et moi j'arrive, j'entraînais en Angleterre, et j'amène une douzaine de joueurs, dont Johnny Wilkinson. Et les Toulonnais, ils avaient des mauvaises habitudes d'entraînement, etc. Et Johnny Wilkinson était incroyable, mais quand il est arrivé, les mecs disent il vient que pour l'oseille, il n'a pas joué un match depuis 3 ans. Et on fait les tests physiques le premier jour et il met à l'amende tout le monde. Alors là, les mecs, je dis ouais, il n'est pas venu ici pour échanger des cravates ou pour aller à Saint-Tropez comme vous, il est venu vraiment pour jouer au rugby. Et donc je leur demandais d'être beaucoup plus professionnel, d'être plus pro, d'être plus sérieux dans l'entraînement, etc. Et au début, j'y arrivais pas, pourtant j'essayais de les faire grandir. Et puis à un moment donné, il y a une quinzaine de jeunes, ils viennent me voir, ils me disent « Mais pourquoi Johnny Wilkinson est si fort par rapport à nous ?» Et je leur ai dit « C'est simple. Quand il y a entraînement à 10h, lui il arrive à 7h30, il a rendez-vous avec le kiné, il fait le strap, après il prend un préparateur physique, il fait un pré-échauffement au niveau de la salle de musculation, après il sort, il commence à faire ses routines, son échauffement, et à 10h, il est là sur le terrain, mais c'est comme une finale de la Coupe du Monde. Vous arrivez à 10h moins 5 en moto, vous avez encore, vous savez, la trace de l'oreiller sur la joue. Donc les mecs, ils n'avaient pas déjeuné, ils arrivaient à la bourre, et les 35 premières minutes, elles étaient catastrophiques. Ils faisaient tomber des ballons, ils n'y étaient pas. Et après, à la fin de l'entraînement, vous partez tout de suite aller manger au Gorillon au bord de la plage, alors que Johnny Wilkinson, il reste, il fait des extras et après il va taper. Donc lui, il a 32 ans, il a été champion du monde, mais sur une semaine, il fait entre 12h et 15h d'entraînement plus que vous. Mais de l'entraînement qui est caché, de l'entraînement invisible. Et là, tout d'un coup, il y a une prise de conscience, et ils sont arrivés 15, 20, 25, et après, ils sont arrivés tous 1 heure, 1 heure et demie avant, les entraînements étaient de qualité, on faisait des extras après, et cette première année, on a fini premier du championnat, on perd en demi-finale à Saint-Étienne contre Clermont-Ferrand. Pour ceux qui, c'était la saut arbitrale de Mourad Boudjela, mais on perd contre Clermont en demi-finale et on fait finale de la conférence européenne de la première année. Et j'ai envie de dire que le leadership et le leader par exemple, c'est Johnny Wilkinson. Il m'a amené toute l'équipe sur les valeurs de travail, sur les valeurs d'humilité, sur les valeurs de travailler ensemble, sur les valeurs de mouiller le maillot. Et puis lui, dans les vestiaires, avant le match, il ne parlait pas de lui, il ne parlait pas de drop goal, il parlait de plaquer, de mettre des tampons, de se relever, d'être discipliné, d'être dans la maîtrise, etc. Et sincèrement, j'en ai entraîné beaucoup. Et voilà, j'ai envie de dire que Johnny Wilkinson, Jason Robinson, Yacouba Camara et Sonny B. Williams ont été quand même les 4 joueurs. Alors j'ai entraîné Cédric Evans, mais c'était son jubilé, c'était avec les Barbarians britanniques. Bon, on a eu un match difficile contre l'Angleterre parce qu'ils étaient sortis tous les soirs. Et sur la deuxième semaine, on va quand même gagner en Irlande et on gagne les Irlandais. Il y avait Cédric et Jean-Baptiste Elissade et c'est un très très bon souvenir. Voilà.
Allez, on va prendre une autre question parce qu'il est là. Merci. Messieurs, c'est pas une question, c'est un constat que je fais. On est tous ici rugbyman où on aime le rugby. Et ce que vous nous racontez, c'est ce qu'on vit tous les jours dans notre petit club. Les anecdotes, la passion, en fait, on se rejoint. Vous avez été dans les plus grandes sphères du rugby. Et en fait, je crois qu'on vit la même chose à notre niveau. Et c'est ce qui va faire que ce sport est fabuleux. Parce qu'on a tous connu le meilleur du coin et des actions pas possibles et des troisième mi-temps énormes. Et votre passion là aussi, c'est ce qui fait que ces soirées-là sont fabuleuses. Et surtout, ça nous a peut-être mis une puce à l'oreille, c'est que Benoît pourrait un jour peut-être nous prêter la carte bleue. Et donc, c'est un tremplin peut-être pour l'année prochaine. En tout cas, merci parce que ça transpire la passion et c'est énorme. Oui, je me permets, mais vous avez entièrement raison, ce sport est fait d'individus, mais le travail qui est fait dans tous les villages, il n'y a pas de petits, de grands clubs. On sort tous d'un club avec des éducateurs incroyables, on a tous des anecdotes. Moi j'ai commencé à Messac, à côté de Collonges-la-Rouge. On est construit parce qu'il y a des bénévoles, on est construit parce que vous êtes là pour faire vivre les clubs. Je crois que si le rugby arrive à garder cela, on sera à l'abri de beaucoup de choses. Donc le message est merci. Merci parce que sans vous, qui êtes les fondations du rugby français, il n'y aurait pas d'équipe de France. Parce que quand vous écoutez tous les grands joueurs aujourd'hui, ils parlent de où ils ont commencé. Sur le dos, dans le numéro, il y a tous les noms des clubs où ils ont démarré. Et c'est grâce à vous. Moi, et Philippe, pareil, on a tous eu en souvenir nos premiers éducateurs. Après, les carrières font que, les prises de risques, les enjeux sont commentés, ça devient médiatique. Mais c'est grâce à vous. C'est grâce à ce que vous avez su créer dans tous les clubs, les souvenirs de Messac, à Terrasson. C'est grâce à vous, vraiment. Vous êtes la raison d'exister de ce sport et les fondations de cette fédération. Et je vais juste conclure, si on est là, c'est qu'il y a 25 ans, j'ai fait des troisième mi-temps avec Benoît, et il m'a demandé de venir, et je suis là, et sincèrement, on est joué au plus petit niveau, au plus haut niveau, on a senti les mêmes sensations, les sensations de stress, le vestiaire, l'odeur du camphre, l'arbitre, qu'il ait tort ou qu'il ait raison, à la fin il a toujours raison, des défaites difficiles, des belles victoires, des troisième mi-temps fantastiques. Et c'est ce qui fait la beauté de notre sport. Et il faut vraiment les garder avec l'humilité et le respect. Je pense qu'on est dans une période où voilà, il faut garder ces valeurs-là. Merci beaucoup et bonne soirée.